Aujourd'hui, le squad, va pas falloir que je fasse le malin. Je suis en compagnie d'un combattant de grappling hors norme, Thomas Loubersan, champion d'Europe, du monde. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs grappleurs français sur la scène internationale. Dans cet épisode, on va parler de combat, bien sûr, mais aussi de résilience, de dépassement de soi, de sacrifice et de stratégie. Thomas, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Salut. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Oh, tu l'as fait rapidement. Thomas Loubersan. En grappling, j'ai été champion d'Europe, champion du monde, numéro 1 classement au ranking point IBJJF. Père de 2 enfants, originaire du Sud et qui vit entre le Nord et le Sud. Trop cool. En tout cas, on est ici à Aix-en-Provence. Je suis ravi de pouvoir te recevoir. Est-ce que tu peux un petit peu définir pour les personnes qui ne connaissent pas très bien cette discipline, ce qu'est le grappling, et puis peut-être faire des associations avec d'autres disciplines des sports de combat? Le grappling, c'est le jiu-jitsu brésilien, on va dire, sans le kimono. Après, moi, j'ai vraiment une origine luta livre par mon maître qui s'appelait Roberto Leitão. Donc, on va dire pour le grand public, c'est une forme de lutte que quand on va au sol, ça continue jusqu'à des positions et des soumissions articulaires, étranglement. Ouais. On ne s'arrête pas à tomber des épaules. Mais il y a cette partie debout qu'on peut avoir, entre guillemets, en lutte et judo. Et on va dire il y a une continuité au sol. Ok, super clair. On va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai entendu dire que le grappling pouvait être un jeu. Oui. Quelle est justement ta philosophie personnelle du combat et comment tu l'appliques dans tes entraînements et dans les compétitions? Elle peut être un jeu, mais elle peut être plein de choses en fait. Ça dépend. C'est un outil pour répondre à des choses dans la vie. C'est un outil de la vie pour moi. Le sport, le grappling. Maintenant, ceux qui veulent trouver du jeu, ils vont pouvoir y jouer. Moi, ça a été, c'est ce que je conseille souvent aux gens quand vous arrivez dans le sport. Posez-vous la première question, c'est pourquoi je suis là en fait. Parce que sinon, la suite va en découler en fait. Donc moi, de par mon enfance et de pourquoi je suis allé dans le sport, ça a été la thérapie. Donc j'ai cherché une thérapie. Donc c'est pour ça qu'après, je vais avoir des manières de faire qui vont être différentes d'une personne qui va arriver peut-être pour le jouer. D'autres, je donne un exemple. Si tu en as un qui vient faire du grappling pour apprendre les immobilisations, par exemple pour la police ou l'armée, ben lui, il va pas avoir la même attente avec le professeur ou des cours et autres que la personne qui vient juste s'amuser. Moi, si demain je suis dans la position du coach et que je veux amuser quelqu'un, que j'ai compris que son premier objectif c'est s'amuser, Ouais. je suis pas exigeant sur les précisions techniques, je mets une petite musique, ça va être la convivialité et qu'il passe un bon moment. Si c'est la police, il va te regarder, là, tu es au militaire, tu vois, pour apprendre à être dans une situation immobilisée rapidement. Il va dire, t'es gentil avec ta musique là et nous montrer, mais montre-nous du précis, radical, efficacité, immobilisation rapide. Compétiteur et encore autre chose. Et moi, j'ai eu ce truc de la thérapie. C'est pour ça que j'ai pas eu vraiment ce débat de gagner ou perdre. Je suis jamais monté sur un tapis pour être champion du monde au départ. Je suis jamais monté pour battre quelqu'un, vouloir étrangler, soumettre quelqu'un. Jamais. C'était plus pour moi envers moi. Pour moi, en fait, je voulais pas subir les choses, Ok. d'où par mon enfance, d'où j'emploie un peu le mot thérapie. Je voulais plus subir des choses. C'était un outil pour moi à y répondre. Et en fait, de fait de pas perdre, bah, tu gagnes du coup. Mais moi, c'est pas la victoire que je voulais, c'est de pas perdre, de pas subir ça. Et quand j'avais ça, mon objectif était déjà une forme de réussite. Ok. Je ne subissais plus certaines choses. Parce que tu parles de thérapie, on en a parlé un petit peu en off du contexte que tu as pu avoir dans ton enfance, mais je sais que tu as aussi parlé de lâcher prise Oui. dans cette notion voilà, dans le grappling, que tu étais assez euh, intéressé par tout ce qui était respiration aussi. Ouais. Comment tu associes tout ça dans... Mais avant ça, c'est là où je reviens sur ta question d'avant. Ça veut dire qu'une fois que moi, j'ai mis des années et ça a répondu à certains sacs de la vie que j'ai pu poser, des bagages que j'ai pu poser, tu t'aperçois après qu'il y a d'autres bagages de la vie, ça c'est un autre sujet. Et c'est là où après je suis arrivé à peut-être à une forme de jeu. Une fois que j'ai entre guillemets soigné certaines choses, j'ai pris du plaisir. Et là, je découvre aujourd'hui, soit je dis ok, j'ai répondu à ma thérapie, est-ce que j'arrête le combat? Est-ce que c'est une question que je peux avoir? Est-ce que le fait d'arrêter le combat, c'est que j'ai plus besoin de combattre? Est-ce que c'est pas une réussite à ma première intention? Et en fait, à ce moment-là, je dis non, mais en fait, j'ai une forme de jeu aujourd'hui. Ouais. Et c'est aussi une autre forme de dire ah, j'ai réussi en fait. Parce que là où j'y voyais du dur, maintenant j'y vois une forme de jeu. Okay. Et donc déjà ça, donc le jeu aujourd'hui, je le trouve, tu vois. Okay. Donc et c'est pas facile parce qu'il faut modifier ton objectif toujours en restant dans la même relation avec le sport. Et là, aujourd'hui, en fait, comme je suis arrivé à une forme de jeu, je suis en train d'explorer d'autres nouvelles choses. Donc, le bien-être, la notion entre l'importance de créer son environnement.
Parce qu'en fait, toi et ton bagage, ton problème, c'est une chose. Mais en fait, tu n'es que la résultante de ce que tu es toi au milieu des gens. On parle de ce fameux truc, tu es le résumé des 5 à 10 personnes que tu as autour de toi. Et ça, grâce, on va dire, au sport de performance, tu te rends compte que si on prend à l'extrême parfois pour expliquer certaines choses, la Formule 1. La Formule 1, on se rend compte on va y passer des heures et des jours et mettre de l'argent sur une pièce dans une voiture. Une seule pièce peut changer ce qu'on cherche, le millième. Mais c'est pareil, ça veut dire que tu te rends compte que la construction de ton environnement, et là ça peut être beaucoup de choses, le staff humain, personnel, et c'est là où j'avais parlé une fois en disant qu'un psy peut être à un moment peut-être beaucoup plus important qu'un coach de haut niveau. Parce que toi, quand tu as la logique de combat, tu as compris beaucoup de choses et tu deviens même en autonomie. Alors qu'un soutien d'une épaule qui va te connaître profondément dans tes actions, réactions humaines, on n'en a pas beaucoup dans la vie. Et comment te dire, peut-être que quelqu'un de 40-50 ans est déjà accompli sur ça, sur cette expérience psychologique. Alors que toi, tu n'es juste qu'en maturité, peut-être physique. Et malheureusement, on n'a plus de physique, on commence à être de plus en plus mature avec l'âge. Donc on a un pic 30-35, ça va dépendre des sports. Mais est-ce que tu es vraiment en maturité psychologique et d'expérience de la vie? Et c'est là où, pour moi, là où je pense que j'ai eu une qualité, mais pas vous, pas moi, c'était comme ça. Parce que j'ai pas eu de parents, j'ai toujours écouté les personnes âgées. Et je trouve que la sagesse et les personnes âgées, d'âge ou d'expérience de 30-40 ans de savoir, sont bienveillants en fait. Ils ont passé ce tunnel d'un moment de... tu sais, si j'ai des enfants et j'ai 30 ans, j'aime mes enfants, je vais faire les choses à mes enfants, mais l'objectif dans ma vie, c'est d'avoir mon entreprise. Donc on bouffe du temps, Mais c'est un peu cru ce que je veux dire, mais quand tu as 70 ans, 80 ans et que tu es proche de la mort, tu n'as plus d'intérêt qui vient consécuter les choses. Donc quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu es dans un vrai intérêt complet. Donc, moi, je trouve qu'un psy qui a quelqu'un qui a 30-40 ans d'expérience ou une personne âgée, j'écoute beaucoup plus ces gens-là. Ok. On n'est pas sur le même niveau. Donc, il faut apprendre, ce que j'avais entendu une fois sur Cristiano Ronaldo, qui disait il faut apprendre soit de quelqu'un qui a réussi plus que toi, soit de quelqu'un qui a plus de compétences que toi, soit tu vois. Et ça, je trouve que c'est très important. Attention de prendre le conseil de ton pote qui est au même niveau que toi, au fond. Tu vois, est-ce qu'une ceinture bleue doit écouter une ceinture bleue? Oui, vous avez le droit de papoter, vous avez le droit d'échanger en rigolant. Mais la profondeur de quand tu vas considérer les choses, prends des gens compétents dans chaque domaine. Aujourd'hui, tu vois, pour conclure ce sujet-là, je me suis aperçu que je m'entourais de gens forts. Oui, un lion doit être au milieu des lions, oui, mais pas tout apprendre. Moi, aujourd'hui, je m'aperçois que ça ne sert à rien que j'ai 2-3 lions et seulement ça. Je m'aperçois que oui, pour s'entraîner, mais il faut que je prenne des gens forts dans d'autres domaines. Et en plus, c'est mieux parce qu'ils ne te court-circuitent pas dans ton domaine à toi. Parce que si un mec qui devient aussi fort que toi, après, c'est des guerres d'ego et c'est des guerres de oui, mais non, ça, oui, non, mais ça. Qui a raison, on ne sait pas, parce qu'en fait, on va devenir fort chacun dans son truc. Mais par contre, entoure-toi de gens qui sont compétents à haut niveau dans la psychologie, dans la préparation physique. Et là, en fait, tu te dis, OK, c'est deux univers, on se respecte. Là, par contre, on va voir ce qu'on peut en tirer l'un de l'autre, au lieu d'être en concurrence dans le même domaine. Aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup ça. De faire attention d'avoir un environnement qui est un vrai outil pour toi. Ouais. Mais justement, pour rester un peu sur cette notion d'environnement que tu as pas mal exploré dans d'autres interviews et dans tes vidéos sur les réseaux sociaux, tu as dit justement qu'un athlète, ce n'est pas seulement ses qualités sportives, techniques et mentales, mais aussi l'impact donc de son environnement, passé, mais aussi présent. Et en tant que staff, il est important de savoir quelle a été son enfance, sa réaction face au succès, sa réaction face aux femmes, et également son éducation pour voir la partie hors sport. Bien sûr, parce que je pense qu'on a chacun, l'athlète personnellement a un plein potentiel qu'il peut utiliser peut-être lui-même. À un moment, les gens autour sont là pour te faire apercevoir les choses que tu ne verras pas de par toi-même. Plus on est obtus dans une chose, moins on voit le reste à côté. Et ce staff à côté va te permettre de retrouver un équilibre, de faire attention à des choses, de faire percevoir des choses que tu ne vois pas tellement tu es focus, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est la première chose. Il y a d'ailleurs, et c'est là où il n'y a pas une méthode, et chacun va trouver sa manière, dans entre guillemets, le camembert, dans le pourcentage de qu'est-ce que je dois mettre. Un exemple, si tu as 10 personnes sur le camembert, combien de personnes à quoi? C'est ça qui est intéressant. Et c'est même là où il faut en jouer. Et tout est cycle, on peut en jouer. Un exemple, combien il faut que j'ai le combattant de haut niveau champion du monde pour m'entraîner à côté de toi? 0. Je pense qu'à un moment, si tu as 0 mec dans le même objectif que toi à côté pour t'entraîner, c'est pas bon. Je pense que 2-3 qui ont été champions du monde, tu vas t'entraîner avec, tu dis ah ouais, mais je peux aussi. Donc voilà, peut-être 2-3. Il y en a, est-ce qu'il faut en avoir 10? Non, ça serait dommage. Parce que par contre, est-ce qu'on peut se passer d'un psy?
Donc 3, un psy. Est-ce qu'un préparateur physique, c'est pas important? Ben oui, parce qu'on sait que les premiers piliers dans le sport, c'est physique, technique et mental. Donc un coach technique, et même encore, je viens de dire un coach, ton papa-maman, et aussi des coachs secondaires, c'est-à-dire des voyages, de l'enregistrement, pour compléter. Parce que plus on devient fort quelque part, plus on néglige le reste, en fait. Pour moi, c'est la différence entre un médecin généraliste et un spécialiste. Tu ne peux pas être spécialiste partout. Si par exemple, j'en ai un exemple, si un jour je me blesse au genou, ligament croisé, et que les gens disent, ouais, mais il faut savoir tout connaître, tout. Non, le jour où tu te fais un ligament croisé, je connais un docteur, il va t'opérer. Mais arrête, c'est un docteur généraliste. Tu dis, ah, non, moi je vais à un vrai médecin. Ok, j'en connais un, il opère les coudes. Thomas, t'en as pas un spécialiste des genoux? Et en plus, le meilleur spécialiste des genoux, parce que ça doit être en cohérence à mon objectif. Je veux être le meilleur du monde, donc je veux le meilleur. Alors pourquoi cette démarche-là et pourquoi tu l'as pas après avec les coachs ou autre? Ce que je veux dire, c'est que donc sur les 10, je pense que c'est même très important qu'on ait un pote pour rigoler. Rien à voir du sport. Le pote pour décompresser. Est-ce qu'il t'en faut 10 potes pour décompresser? Non, parce qu'à ce moment-là, tu vas pas trop réussir, je pense. Mais il t'en faut un, par contre. Parce que si tu es trop de sérieux, c'est super important un pote avec qui tu peux papoter ou aller boire un verre. Et c'est ça dans ces 10. Donc, chacun, qu'est-ce que tu vas y mettre? Est-ce que, pour certains, la femme a une place très importante, c'est un pilier de soutien. Pour d'autres, il peut être dangereux, parce que c'est là où on revient. Il faut comprendre ce qui est, par rapport à ton passé, ce qui te fait réagir ou pas. Donc, il y en a, ils n'ont pas de problème avec les femmes, il y en a, ils peuvent en avoir. Il y en a, ils n'ont pas de problème avec l'argent, il y en a, ils peuvent l'avoir. Il y en a, ils peuvent avoir un problème avec la lumière, il y en a qui ne l'auront pas. Et en plus, c'est dur parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, par exemple, en tant que coach, tant qu'on n'y est pas. Donc, c'est pour ça de croire qu'il n'y a qu'une méthode, c'est des paliers et c'est des cycles, et il y a des choses qu'on se rend compte quand on y est. Et c'est là où on va aborder notre branche, c'est la faculté d'adaptation. Donc, à la fois, et c'est ça qui est dur, et c'est là où il faut avoir des gens stables qui ont déjà peut-être vécu ces situations-là, c'est qu'à la fois, il faut savoir figer des points forts, et à la fois, il y a peut-être des moments où il y a un cycle, il faut dire stop, il faut recomposer de suite, et faire cette décision de réadaptation. Et là, c'est pas facile, il faut trouver l'équilibre. Ok. Donc, l'environnement et les curseurs dans les choses. Ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant, et notamment cette image que tu as donnée du camembert sur comment tu as structuré les choses et la place que tu as donnée à ton entourage proche et peut-être même un peu plus élargi pour justement te permettre de performer tout simplement. Exactement, et peut-être qu'à un moment, je te donne un exemple, à un moment, justement, si tout marche bien, est-ce que dans ces 10, à un moment, tu ne devras pas mettre un avocat ou un comptable ou un truc comme ça? Parce que tu vas savoir exploiter ta matière première, le sport, et à un moment, peut-être que tu vas dégringoler et dépoter pour des trucs extérieurs, mais à un moment, tu aurais dû avoir été protégé par un avocat. Est-ce que tu dois avoir un avocat quand tu es ceinture blanche? Non. Mais à un moment, quand tu arrives à un certain niveau, c'est ça, c'est la répartition du temps, de la création de ton environnement et comment tu vas considérer ça et appliquer ça. Et je pense que c'est une succession de cycles qu'il faut savoir réadapter. Je pense que tu as fait réagir pas mal d'auditeurs qui sont notamment dans ton environnement des sports de combat et puis même plus largement dans le sport, qui ont des ambitions plus ou moins élevées. Donc, merci pour ça. Mais en fait, on est soi-même sa propre entreprise. Ouais. C'est un comportement qu'on aurait facilement dans une entreprise. On va faire un briefing, stop, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'on doit intégrer, allez, on y va, on corrige ça. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de mal à le faire au niveau sportif, parce que peut-être que, je sais pas, il y a ce truc sport, amusement, truc, mais on devrait avoir le même comportement que si on était sa propre entreprise, en fait. Ouais, non, c'est une bonne image dont on me parle assez régulièrement avec certains confrères sur le podcast. Je pense à Adrien Cabon, qui est un préparateur mental. C'est le podcast numéro 2, donc ça fait déjà quelques temps, et on avait parlé de cette notion-là de gestion de l'entreprise, et notamment lui, il est spécialisé chez les footballeurs. Et donc, quand tu es sportif salarié d'un club, en fait, tu peux aussi te dire, moi, je suis la micro-entreprise, parce que malgré tout, même quand tu es dans un club, tu es amené à bouger à droite et à gauche, de ne pas rester dans le même club et avoir cette vision long-termiste. Moi, tu vois, par exemple, je vois que j'ai mon fonctionnement, moi, je suis quelqu'un qui construit beaucoup dans le bouger, je bouge. Donc, c'est vrai que ça peut être super intéressant, et pas forcément de rester dans son propre sport, et d'observer des gens qui ont une réussite dans un autre sport ou même un truc de fonctionnement de formation d'entreprise. Il faut aller voir des gens qui ont réussi, et même dans d'autres domaines. Parce que toute chose fabuleuse, c'est toujours ce que dit Einstein, Da Vinci, c'est deux choses. C'est deux molécules qu'on fusionne et qui donnent quelque chose, une réussite. Donc, moi, j'ai réussi dans ça. Lui, là, formation, je sais pas, de vente d'instincteur, mais le meilleur au monde, c'est pas l'instincteur, je m'en fous. C'est comment il a construit ça, là, comment il a fait ça. Et je veux entendre, parce que souvent, on lit le poème. Mais c'est pas le poème qu'il faut apprendre par cœur. On s'en fout d'être un bon écolier à certains moments. Oui, il faut l'être, mais je veux le côté poète.
Ouais. À quoi il pense? Pourquoi il a construit? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je veux l'entendre un petit peu. Et c'est ça qui est important. Ok, ça convient à ce style de qui me va à moi. Et si je reprenais un peu ça, ok, ça peut m'apporter des choses. Faut pas oublier que quand on est enfant, on est beaucoup dans le mimétisme de ce que pour nous sont des repères, le père. Et on apprend comme ça. Pourquoi à un moment on ne peut pas continuer? C'est juste qu'il faut faire attention à qui et pourquoi. Mais à un moment, continue, entre guillemets, ce médium, cette envie d'apprendre des gens qui ont déjà réussi, c'est un tunnel, c'est un raccourci pour te permettre à réussir. Ok. Toi, tu as mis en place certaines choses, tu as atteint certaines sphères internationales. Quels sont en fait, selon toi, les plus grands sacrifices que tu as dû faire pour atteindre le sommet de ta discipline de grappling? Et comment en fait ces sacrifices, ça a un peu impacté ta vie sportive et personnelle? Bah, moi, les sacrifices, ils n'ont pas été durs à faire pour moi. Dans le sacrifice, ça veut dire d'être complètement voué à ça, à cette vie. Moi, j'étais déjà un enfant qui est parti très tôt de chez moi, qui était dans les foyers. Donc, j'étais déjà dans une bulle. Moi, ma difficulté était de sortir de cette bulle, de trouver une vie sociale. Euh, je pense que c'est dur quelqu'un qui a une vie sociale équilibrée et de s'isoler. Parce que le sport de haut niveau, c'est ingrat. Il faut se mettre focus, il faut se couper. Ouais. Malheureusement, tu ne peux pas être à 100% dans ton sport. Si tu es à partir du moment où tu es à 100% sur un truc, c'est-à-dire que tu peux pas être avec ta femme, avec tes enfants, avec tes potes, avec le bar, à faire les sorties, tu peux pas. Plus tu vas prendre du temps à un truc, moins tu laisses du temps au reste. Ouais. Et c'est ça le problème qui est du sport de haut niveau. On se coupe de la vie, donc pour l'objectif, donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut parce qu'il faut tout vouer. Donc le sacrifice, c'est ça, c'est le temps. Mmh. Ensuite, c'est l'énergie. Et ensuite, tu essaies d'être l'environnement et d'avoir les bonnes méthodes. Mais tu peux avoir des bonnes méthodes si tu n'as pas ce que je viens d'évoquer avant. Moi, je n'ai pas forcément eu une bonne méthode à certains moments. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais j'étais tellement voué, mettais tellement de cœur et de tripes dans ce que je faisais que je pouvais que réussir. Je n'étais pas le plus doué, mais je ne me suis jamais arrêté. Donc voilà, je pense que j'aurais pu mieux améliorer l'environnement. C'est ce que je peux conseiller à des jeunes aujourd'hui. Si j'avais mis un meilleur environnement avant, je pense que j'aurais moins perdu de temps à certaines choses. Ok. Et la vision long terme également? Je ne l'ai pas eu. Moi, j'étais vraiment dans cette méthode qu'on entend beaucoup les dernières années, mais j'ai été comme ça depuis 20 ans. C'est plus un tous les jours. Ok. Parce que quand j'ai commencé le sport, je me levais tous les jours, je faisais 300 pompes. Voilà, je faisais toujours plus, tout du sport. Je faisais vraiment une marche par jour. Comme moi, c'était de me sortir de ma vie, de ma thérapie, de là où j'étais, de mes problèmes, on va dire. C'était juste de faire un peu plus tous les jours pour dire c'est bon, je m'éloigne de ce que j'ai derrière. J'ai pas cherché le sommet de la montagne, tu vois. Ok. Si tu as une belle vie, tu es là, tu es en bas de la montagne, on a le projet, viens en structure, on fait le sac à dos, viens, on va monter l'Everest, c'est beau et je le respecte, c'est bien. Moi, j'étais quelqu'un qui était perdu dans la forêt, dans la boue, et en sortant de ça, et il y a une montagne. Mais avant, je me suis senti bien et maintenant, je peux envisager quelque chose de beau. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, le quelque chose de beau, pour moi aujourd'hui, c'est d'autres projets, c'est d'être bienveillant envers les gens, de donner des conseils, que mon expérience puisse servir à des gens peut-être dans laquelle ils vont s'y retrouver. Et là, c'est ma nouvelle montagne. Mais mon projet sportif, c'était de me battre pour en sortir de mon enfance. C'était mon accroche au départ de ma vie. C'était pour ça que je dis que la première question, c'est vraiment de savoir où vous en êtes. Ok, je vois très bien. On a parlé du coup de thérapie, de préparation mentale, psychologie. Si je te dis consistance, présence, faut pas lâcher l'affaire, Ouais. physiquement, mentalement, prêt que pour la guerre. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je faisais du rap avant. C'était un refrain d'un morceau qu'on avait fait, phonème, consistance. Et ça montre justement que c'est ça. J'avais déjà cet état d'esprit avant le sport. Donc, est-ce que tu trouves le sport ou est-ce que c'est le sport qui te trouve, manière de parler? Mais en fait, je pense que c'est pour ça, c'est des outils. Il y avait déjà la mentalité. J'avais déjà cette mentalité, c'est ce que je te dis, j'avais déjà ça en moi, en fait, et je voulais me battre. Et en fait, à un moment, c'était peut-être la musique qui me permettait dans ma bulle, la créativité, de m'isoler. Après, je me suis rendu compte quand j'ai fait 10 ans de musique que j'étais peut-être trop isolé dans une bulle la nuit, pas en train de passer 18 heures par jour sur une machine. Et j'ai eu besoin de me dire, en plus le sport, ce que ça m'a amené, c'est que ça ment pas. Le problème que ça m'a dérangé à un moment dans la musique, c'est que tu peux avoir fait 10 ans de musique, tu as un mec qui arrive à moi, il dit il croit qu'il est meilleur que toi, alors que c'est abstrait. Et je dis non, non, non. Moi, pour moi-même, j'ai besoin de savoir où j'en suis en fait. Et le sport, tu fais, et le résultat, même si parfois tu prends un match qui ne reflète pas, mais 9 fois sur 10, le résultat dans le sport montre où tu en es. Ouais. Et te provoque une action-réaction. Mm. Ça va te bouger et ça te permet de te construire. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé dans le sport.
j'avais besoin de moments de vérité. Alors, ça ne résume pas toute la vie, mais à ce moment-là, j'en avais besoin. Ok. Mais j'avais déjà cet état d'esprit avant. Et d'ailleurs, tu expliquais dans un interview que la musique t'aurait en fait permis d'avoir une structure dans tes entraînements. C'est pas tôt, c'est tard. En fait, il ne faut pas croire que quand tu arrives dans le sport, moi j'ai commencé tard, à 25 ans. Du style, c'est ce que je dis, souvent les gens ils pensent qu'ils sont débutants, on arrive, ils voient le sport que pour le sport. Ben non, tu as été musicien. Donc ça veut dire que regarde comment tu as un fonctionnement, tu as fait 10 ans de musique, donc tu comprends qu'au quotidien, tu as passé 17 heures par jour, 18 heures par jour de trucs, tu as un fonctionnement. Et tu crois que tu vas arriver, tu peux pas l'avoir, c'est tous ces mécaniques, ces automatismes. Si. Mais par exemple, moi, quand je suis capable d'être obsessif sur un détail et compagnie, où les gens vont vouloir voir des mouvements amples, techniques, jujitsu, tout ça. Non, 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 moi je suis corps, placement, cool, bam. On voit rien en vidéo. Mais en fait, quand tu fais la musique, le grand public va entendre la musique, mais quand moi j'étais ingénieur de son, tu passes une demi-heure à régler juste la caisse claire. Ensuite, tu vas passer une demi-heure le charlet, la réverb, ainsi de suite. Le combat, pour moi, c'est une multitude d'actions et c'est une multitude de petits détails. Et je pense que ça convient au sport de haut niveau, parce qu'on est obsessif sur les détails. Le loisir, il va dire, c'est bon, ça fait 20 minutes qu'on est sur la caisse claire, là. Tu vois, vas-y, on voit le morceau en musique. Et tu vois, le mec, vas-y, je veux me battre. Mais le détail de haut niveau, c'est autre chose. On ne s'en rend pas compte. Attention, la Formule 1, on voit des voitures qui tournent et qui vont vite. Mais c'est des heures et des heures et des heures de mécaniciens qui cherchent le détail pour chercher le millième et ils mettent des moyens et du temps. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivé dans le sport et j'ai mis du temps. Hein, mais à un moment, je dis, attends, mais putain, je m'aperçois que je travaille comme ça dans le sport. Et c'est souvent l'extérieur qui te fait croire ou pas si le rapport avec l'environnement extérieur. D'ailleurs, moi, je dis souvent en France, contrairement aux États-Unis, par exemple, en France, on a une bonne qualité, mais ce qui va nous freiner, c'est pas forcément le sport, c'est l'environnement qui te met des mousquetons, qui te tire vers le bas ou qui t'empêche de... Bref. Mais alors que les Américains, on va te pousser à ce que tu es, ta particularité à la pousser. Oh, gars, il continue à réussir, il y a un truc là-dedans. En France, si t'es pas comme à l'école, on te met des bâtons, quoi. Et alors que... Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça qui est fabuleux. Et je pense que les gens qui sont autour de toi te permettent de te découvrir toi-même et de trouver ta particularité. Toi et moi, on n'a pas la même enfance. Toi et moi, on n'a pas le même physique. On n'a pas le même tempérament. On ne va pas avoir les mêmes actions-réactions sur certains sujets. Oui, si on prend une balle et que je te tape avec le pied et que tu me tapes avec le pied, tu vas me relancer la balle. Ça, on va faire le même mouvement tous les deux. Mais dans le fond, quand on va pousser les choses, on n'est pas du tout la même historique, toi et moi. Donc, au bout d'un moment, si on veut jouer, qu'est-ce qu'on a de particulier et de fort, il faut le comprendre, il faut le chercher. Et effectivement, quand tu comprends, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à la fois, on veut être tous différents et numéro un, mais dans le fonctionnement, on voudrait être tous comme tout le monde. Et si tu ne comprends pas que tu as une particularité et qu'il faut l'accepter, parce que c'est ça qui va être ta réussite à la fin. C'est qu'est-ce qui me dissocie de tout le monde. Surtout si tu as la démarche de vouloir être plus que tout le monde. Ouais. Donc, il faut que tu ailles chercher ce détail, ce brin. Mais je trouve intéressant parce qu'effectivement, tu as été dans la musique bien avant que d'être dans les sports de combat. Et en fait, ce background-là, t'a permis sûrement d'être là où tu es dans le sport. Musique et créativité. Ouais. Donc, quand j'arrive dans le sport, jamais il faut copier les morceaux en musique d'un gars. Alors, un morceau, si tu fais le même morceau qu'un gars, tu dis, t'es un copieur, t'es pas personnel, tu t'es pas fait ton truc. En combat, si tu fais un truc différent, tout le monde dira, mais c'est pas bon ça, c'est pas la technique comme on connaît. Tu vois, c'est ça qui, par exemple, qui a été complètement différent. Et moi, j'ai osé, mais non. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais non, moi, je fais mon jeu. Je veux pas faire comme tout le monde parce que j'avais ces trucs de 10 ans de musique qui étaient de chercher ta musique à toi. Ouais. Et tu vois, c'est ça que, par moi, j'ai compris en toi. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sports, finalement, où il y a une part de créativité qui peut être parfois incomprise par les staffs et où certains vont justement un peu freiner cette créativité-là et ça peut créer un peu des tensions chez le sportif et avec le staff. Donc, c'est bien de se rendre compte de ça et surtout, en fait, de se renseigner sur le background du sportif parce que même si ça peut paraître assez lointain, mais en fait, finalement, il y a quelque chose de similaire, comme tu l'as très bien expliqué avec la musique. Quoi. Et je pense qu'il est important de dissocier ce que tu aimes et il faut dissocier ce que tu es. Ouais. Tu vois, souvent, par exemple, les commentaires sur les réseaux ou même un professionnel, t'aimerais qu'il boxe comme ça. Là, tu as deux choses. Soit tu le formates, tu le fais boxer comme tu aimes, et effectivement, dans 100 personnes, tu as peut-être 2-3, il va te convenir et tu vas aller très loin avec ça. Mais tu vas en perdre beaucoup d'autres. Ou soit, et je pense qu'il y a une grosse partie aujourd'hui, comme le préparateur physique et tout, c'est de plutôt comprendre ce qu'il est et de l'aider à se révéler. Et ça, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui imposent et d'autres qui comprennent. C'est deux manières de faire. Attention, un mec qui impose, il peut sortir 2-3 champions.
Et il va très loin dans cet univers, mais il va en laisser 97. Quand tu vas aider quelqu'un à se révéler, le problème, c'est que c'est un boulot psychologique qui est énorme. C'est pour ça que la place d'un psy, la place du temps, de dialoguer et d'être moins exigeant à avoir du résultat, parce que ça prend du temps. Il faut que je te connaisse. Il faut qu'on puisse interagir, avoir la confiance. Et une fois qu'on se connaît, on va pouvoir travailler ensemble et sur toi et sur moi. Ça, déjà, ça va prendre du temps avant qu'on commence vraiment à travailler. Alors que si de suite, je te dis non, fais ça, on est déjà en train de travailler. Donc aussi, la notion du temps dans une société de consommation où aujourd'hui, il faut tout aller vite. Ouais. Dans la société aussi, même quand tu réussis, quand tu auras l'UFC, ton moment de réussite, c'est un cycle 3-4 ans. Aujourd'hui, allez, on passe, next, il faut consommer un autre mec parce qu'on a déjà entendu parler de toi depuis 3 ans. Ouais. Alors qu'à l'époque, on faisait des cycles de 10-15 ans, José Aldo, Anderson Silva et tout. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai plus ma de compétition, donc je suis quelqu'un à prendre du temps aujourd'hui. Je n'ai pas de problème sur ça, prendre du temps. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le être et non le faire aujourd'hui. Il y a une fois, je t'ai entendu parler de biomécanique, d'angle, notamment dans le rapport au sol. Je trouve que ça fait le lien justement avec cette partie, déjà moi en tant que kiné du sport, mais aussi par rapport à cet aspect créativité, de comprendre les leviers que tu pouvais avoir. Est-ce que tu peux développer cette notion-là ? Quelle est si tu sors du ventre à ta mère, tu sors avec un gigatame ou une guillotine ? Non, tu vas l'apprendre ça. Par contre, tu sors avec ton corps. Le bébé, il fait déjà des mouvements. Et d'ailleurs, parfois, on le dit en rigolant, regarde, il fait des mouvements de gîte. Non, c'est l'être humain adulte qui a compris qu'il y avait des mouvements. Parce qu'en fait, le corps, il choisit le mouvement par ce qui est le plus disponible. Les appuis prédéfinissent la prochaine action. Ta posture va faire que si tu as une mauvaise posture vers l'arrière, quand on va t'agresser, tu vas aller en arrière. Le mec derrière il va dire « Ah, j'ai un problème mental, j'ai pas de mental, comment ça se travaille ?» Non, c'est ta posture déjà. Si tu étais un peu sur l'avant et comme ça, quand un mec va t'agresser, tu vas le pousser, tu vas faire ça. Si tu es un peu relâché comme ça et vers l'arrière, tu vas reculer vers ça. C'est-à-dire que ton attitude, ta posture, tes appuis définissent l'action. C'est ton corps, ton premier outil. Après, tu as le tempérament et ensuite, après, ce que tu vas apprendre. N'oubliez pas une chose, c'est que parfois, la première information qu'on a, c'est les tripes, le ventre et le cœur. Et ensuite, ça monte au cerveau. Et le cerveau, de par ton éducation, par ton savoir, par la société, t'es conditionné et tu vas avoir des actions-réactions. Mais la première, c'est ça. Donc, très important d'avoir le ressenti. Très important de connaître la biomécanique de ton corps, le comportement de ton corps et tout ça. Et ça, je trouve que c'est négligé. Et je vais te donner un autre exemple. On passe 10 entraînements sur 10, on va dire, à apprendre des techniques en grappling, en jiu-jitsu brésilien. Et les techniques, souvent, c'est des cycles de mode. Tu vas apprendre, tu es un bon écolier, attention. Hein. Quand tu apprends, et tu as des mecs qui sont tellement bien écoliers qu'ils peuvent te dépoter avec une technique. Et ça devient très fort. Tu l'as tellement appris qu'à laisse tomber, tu maîtrises. Mais quand ce cycle de mode va passer sur les clés de bras ou sur les clés de jambes ou sur les trucs, quand ça va passer, mais ton niveau qui était 100% dépendant de ce niveau technique, il va se dégrader, il va suivre. Et il y a une autre qui arrive, les prises de dos qui va arriver, et ainsi de suite. Et ça, en fait, tu subis la mode. Alors que si tu apprends sur la biomécanique, c'est ce que je dis parfois, bon, Elon Musk va peut-être nous changer les trucs dans le futur avec des robots, des bras, mais pour l'instant, tu as toujours 2 bras, 2 jambes et une tête. Donc ça, tu ne vas pas subir la mode. Donc si tu viens à la base, et la première des bases, c'est ton corps, dès le départ, c'est que tu vas comprendre. Et ensuite, tu vas dire, OK, il y a les techniques, je vais les apprendre. Et tu vas dissocier ce que tu peux faire en attaque, lié à ton tempérament et ce que tu as vu qui était bon ou pas bon pour toi. Et ensuite, par contre, de plus apprendre tout que les défenses. Ça, c'est différent. Parce que tu peux te faire attaquer par un tel qui est grand, l'autre petit, gros, nerveux, explosif et tout. Et ça, il faut savoir tout défendre. Lui, il m'attaque les jambes, lui, il attaque le dos. Ça, il faut savoir tout défendre. Et savoir faire à l'attaque, ah non, moi, je suis plutôt gorille, top position, agressif, explosif. Et ça, je vais jouer juste mes quelques qualités. Tu n'as pas besoin de 10 000 techniques pour battre, pour gagner. Tu sais avec quoi tu dois gagner. Mes dents, mes griffes, mes trucs. Mais par contre, savoir te défendre à l'extérieur, ça, il faut avoir un savoir plus vaste. Et c'est là où il faut l'adaptation, comprendre. Pour ça que moi, une qualité que j'ai, c'est que j'ai beaucoup bougé. Beaucoup bougé. Et ce que je veux dire, cette qualité que j'ai eue, c'est en faisant beaucoup de voyages, j'ai développé le premier contact, l'instant T. Ça veut dire, je ne te connais pas, salut, on check, pam. Et je scanne. Je change de mec. Le problème, quand tu restes tout le temps dans le même club, avec la fidélité ou je sais pas quoi, c'est faux. Il faut l'avoir, bien sûr, comme papa-maman, mais après, il faut que tu fasses ta vie, il faut que tu fasses tes voyages, il faut que tu cherches ta femme, tu vas écouter ta musique, c'est ta vie. Il faut t'enrichir, tu vas pas rester comme un vieux 40 ans chez papa-maman. Ça veut dire qu'il faut beaucoup bouger. Et chaque fois que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup développé le premier contact, la première lecture. Le premier contact pour la lecture, je change. Le premier contact pour la lecture. Donc, tu vas développer, pour la compétition, scanner, lecture de jeu très vite, premier contact. Et comment se comporter, ce qui me laisse le temps de comprendre à qui j'ai affaire en face. Tu vois ?
Et ça peut être quelques secondes, mais comment tu l'entraînes? Quand tu es tout le temps dans le même endroit avec les mêmes personnes, tu as une zone de confort qui se fait un peu trop et surtout, tu ne scannes plus la lecture de jeu. Et moi, je trouve qu'à un moment, le savoir technique, c'est une chose, mais comme on disait tout à l'heure, un psychologue va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de toi et le fait de voyager va te faire beaucoup entraîner cette lecture de jeu et des facultés d'adaptation. Et ça, c'est très important dans le sport de haut niveau, la faculté d'adaptation. Et la connaissance de l'autre par rapport à son passé, par rapport à sa culture. Exactement. Tout simplement. Et savoir lire quelqu'un, c'est savoir te lire toi. Si j'ai travaillé sur mes postures et mes appuis, j'ai compris que ce que mes appuis peuvent faire ou pas faire comme erreur, une fois que je l'ai compris, je sais les lire en face. Moi, je sais ce qu'il faut faire, donc je sais qu'est-ce que tu dois faire, mais je vais t'empêcher de le faire. Moi, je vais le maintenir, tu veux me l'enlever. Moi, je vais te le casser. Donc, que ce soit sur les appuis, sur la dynamique. Quand j'ai compris que je me bats pour être dans mon rythme, j'ai compris ce que c'est un bon rythme. Je vais te casser, t'empêcher dans ton bon rythme. Dans la distance, dans la hauteur, dans la posture, Voilà. Je lis, j'ai compris que tu voulais aller en bas à gauche. Ok, je vais te bloquer là. Et moi, je vais le capter en haut à droite. C'est un toucher-coulé. C'est des heures de travail. C'est pas juste j'apprends une technique et je le récite. J'apprends un poème et je récite. Mais ça fait pas de toi un bon poète. Ça fait pas de toi un artiste, ça. Ouais. Et c'est pareil. Et donc, c'est ça que moi, c'est ma manière. J'ai beaucoup voyagé. Et dans ce voyage où certaines personnes pourraient dire de l'instabilité bouge beaucoup. Non, parce que toi, c'est ton fonctionnement. De rester moi, ça a été mon fonctionnement de beaucoup bouger. Mais le plus important, c'est de comprendre dans ce fonctionnement, est-ce que tu t'enrichis? Tu peux, ce qu'on parlait tout à l'heure en off, c'est tu peux beaucoup bouger et être stable. Si tu es conscient que tu sais travailler là-dedans, mais tu peux beaucoup bouger et être instable, oui. Mais à l'inverse, tu peux être très fixe et être stable, oui. Mais tu peux être très fixe et très instable, perdu, ne rien construire, ne rien apprendre. Tu vois? Donc, moi, par exemple, je conseille aux gens, vous avez votre club, oui, c'est comme papa-maman, construis, comprends ce que tu vas apprendre avec papa-maman et dans ton club. Et c'est ce que je dis souvent, c'est des valeurs que tu n'auras pas ailleurs. Dans le premier professeur, dans ton premier club fondateur, papa-maman, en fait, on croit qu'on a le meilleur des pères au monde. En fait, quand on grandit, non. Le plus beau, le plus fort, tout, non. Le plus aimant, oui. Le plus respectueux, oui. Il va t'apprendre ça, ton père, comme personne. Parce qu'il n'y a qu'une personne ou deux qui peut, dans sa vie, vraiment, entre guillemets, aller jusqu'à la mort pour son enfant. Se sacrifier pour son enfant. Même ton meilleur ami ne le fera pas. Ton père et ta mère. Par contre, j'ai pas envie d'écouter la même musique que mon père et ma mère, forcément. J'ai pas envie d'aimer les mêmes goûts. J'ai pas envie d'avoir un copie-collé de sa femme, ainsi de suite. Donc ça, c'est ta vie. Et c'est pour ça que je dis au club, bougez. Mais quand vous bougez, ne passez pas du coq à l'âne. N'oubliez pas votre papa et maman. Voilà. Et les coachs, je leur dis, arrêtez d'enfermer votre enfant. Si vous êtes papa-maman, vous enfermez votre enfant, il va se casser, il va partir, il va jamais revenir. Un enfant, laisse-lui la liberté, il part et il revient tous les week-ends te voir et te faire un bisou. C'est pareil. Et je pense que l'enrichissement d'un gosse quand il va voyager, c'est quoi? C'est il va faire un voyage, il va revenir et tu vas voir que ton fils s'épanouit. Donc là, il y a un vrai dialogue. Ah bon, qu'est-ce que tu as appris dans ton voyage? Raconte-moi et tout ça. Et ça va être pour moi, pareil dans le sport. Et c'est, ok, mais fais attention à ça. Hein. Et on est chacun sur son niveau de perception et il faut essayer de communiquer, de voir ce que lui, il a comme expérience et qui peut... Parce que dans la vie, quand ta maman ou grand-mère qui t'a dit fais attention à ça, elle n'avait pas souvent tort, parce que tu ne voyais pas quand tu étais jeune. Et toi, tu vas essayer de faire comprendre à ton père et à ta mère ce que tu as compris dans tes voyages. Donc, dans ton voyage, tu vas redialoguer avec ton coach, ton préparateur, ton psy. Et c'est ce mix de savoir, ce mix de voyage, ce mix d'échanges qui va faire que tu as un écosystème qui est différent des autres. Maintenant, c'est un boulot profond. Mais ceux qui vont faire un vrai boulot profond, on va dire « Oh, il est fort ce gars !» Ouais, mais les gars, c'est pas comme ça. Il y a eu un boulot monstre sur tous ces plans-là. En fait, c'est intéressant parce que tu fais beaucoup de liens qui sont logiques et pourtant pas si évidents que ça au premier abord et pour la majorité des personnes. Donc, je pense que ça va éveiller pas mal de conscience. Et tout à l'heure, on parlait de l'entourage. Je pense aussi que du coup, dans ton entourage staff et plus élargi au niveau de tes proches, etc., tu as intérêt aussi à avoir des personnes qui sont ouvertes d'esprit pour comprendre ça. Oui, c'est important. Ouais. Mais après, tu peux avoir un mec fermé d'esprit aussi. Mais sauf qu'il faudra que tu le définisses à un endroit et que tu le comprennes et qu'il se définit, tu vois. Si tu es un mec et tu n'as pas besoin d'avoir 10 mecs ouverts d'esprit. Il faut qu'ils comprennent la logique, oui. Ouais. Ça peut te foutre la pagaille. Ouais. Mais si tu es un mec, on va dire, lui, c'est juste un soldat, il doit être là et fermé et faire ça, bon, ben, tu as compris, tu mettras son rôle et tu aborderas certains sujets avec lui et pas plus. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir un mec fermé. Mais par contre, oui, il faut qu'il comprenne qu'il est logique. Il faut un minimum de communication. Ouais. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu des camps, de ton rôle de sparring partner que tu as pu avoir avec les grands du MMA actuel, Saladin Parnasse, Nassourdine. Je crois que tu as été aussi avec Baki. Comment justement t'apportes toute cette notion-là
avec ces combattants? Bon, et avec certains, j'ai été juste un sparring une fois ou deux. Saladin, Baki, on a tourné 2 fois, 3 fois ensemble. Donc là, c'est vraiment de l'échange au sport comme on en a avec des milliers de personnes. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, énormément. C'est le point commun, c'est des gros travailleurs. Franchement, moi aujourd'hui, je suis âgé, je kiffe de voir ça parce que j'ai été un pitbull quand j'étais jeune, un acharné du travail. Je vois ça et je me dis, ils peuvent que réussir. Et ils sont talentueux, ils sont beaux, ils sont respectueux. Franchement, c'est des beaux athlètes, quoi. Après, il y en a avec qui j'ai été un peu plus, pas forcément par Nassourdine, je le connaissais 2-3 fois d'avant. J'ai été sur un camp pour Dolizé avec Nicolas, je travaille. Donc là, j'étais un peu plus profondément. Donc oui, j'étais sparring à 80% et de temps en temps, je donnais un petit conseil. Voilà. Après BSD, j'ai été coach pendant 2 ans. Donc j'ai la qualité de pouvoir être sparring. À un moment, je donnais des conseils. Ouais. S'il y avait Daniel Vorin, c'était lui être coach. Mais à un moment, s'il n'était pas là, sur les autres séances, ben, c'était Max, il y avait moi, on était coach. On avait donc il y a des séances où j'étais sparring et des séances où j'étais coach. Après, j'ai aidé d'autres. Là, j'ai eu plein d'athlètes en fait. J'ai eu des mecs sur un camp d'entraînement comme avec Karl. J'ai aidé beaucoup de gens, même à l'étranger. J'ai été à la base quand j'ai tourné par exemple avec Galvao chez Athos. La première fois, c'est parce que j'ai aidé Galvao à faire son Métamoris, je crois, contre Kyle Sonnen. Donc j'étais là en Ferid Keder qui me disait de venir et j'étais là entre guillemets en invité pour aider Galvao. Et donc il y a des fois, tu es juste sparring, parfois tu es partenaire vraiment d'un camp, parfois tu peux être coach. Après, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui est l'expérience que j'avais, j'ai été 3 fois champion d'Europe, 5 fois champion du monde, parfois tu vas pas rester juste simple sparring. C'est-à-dire que le mec, il va dire, ouais Thomas, il y a des conseils, tu vois. Donc je peux ne pas être coach, mais il y a toujours le conseil qui va avec. C'est de l'échange, il y a de l'échange. Ouais, et malgré tout, comme tu le disais, avec différents combattants, avec différents coachs, Oui. staff, Ouais. et ça montre une certaine forme d'adaptation. Ouais. Parce que c'est pas évident pour tout le monde d'être capable de s'adapter à ces différents environnements et de savoir se positionner dans un... C'est là où parfois moi j'ai été dans certains staffs, on va dire, ou clubs, et j'ai pas pu rester longtemps. Et c'est de la faute même de moi. Hein. Parce que si je savais pas bien me positionner moi où j'étais et comment je fonctionnais, bah, tu peux te faire happer par le projet d'un autre. Et ce qui est normal, quand tu es le projet d'un autre, lui il a son projet défini, et tu vas t'apercevoir qu'il y a un décalage par exemple, et tu vas vouloir en sortir. Donc aujourd'hui, je sais que c'est très important de se focaliser de moi, de mon environnement et de comprendre que je suis aujourd'hui. Moi, je suis plus quelqu'un avec un travail en collaboration, en partenariat. Et j'aime bien les projets définis d'une durée que de croire qu'on est tout le temps à la vie à la mort. Aujourd'hui, je me bats pour mon indépendance. Définissons un projet. Je suis quelqu'un je kiffe les projets. Définissons une date et l'objectif. Et voilà. Et je vais tout faire pour atteindre, comme une compétition. Et j'aime travailler comme ça. C'est pour ça qu'il y a sans me donner de nom, mais il y en a avec qui je vais pas aller au bout parce qu'ils ont peut-être une autre philosophie. Et il y en a avec qui je m'entends super bien parce qu'en fait, il sait se défendre son environnement, son terrain, moi aussi. On collabore, on s'entend, on se complémente. J'ai quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à apprendre. Gagnant-gagnant, on ressort et on a vécu une belle expérience. Nicolas est quelqu'un de très intelligent pour moi et sur lequel on a beaucoup échangé. Et pas que technique, hein. Mindset, sympathie, tout. On est toujours. Et je m'aperçois qu'il a vraiment fait quelque chose de très pro et très professionnel dans son environnement, très très bien fait. C'est de l'art, même au niveau où il est. Et quand on échange, je m'aperçois qu'il a beaucoup appris de moi et à l'inverse, j'ai beaucoup appris de lui aussi dans nos échanges. Et il me permet d'être aussi plus fort dans mon environnement. Et c'est une collaboration. Donc demain, il me rappelle pour un camp, je serai le premier venu. Demain, il ne m'appelle pas pour un camp, il n'a pas eu besoin de moi. Je ne suis pas là à dire on est ensemble, on n'est pas ensemble. Non, on sait travailler ensemble. Et c'est même dans cette indépendance que je trouve ça très très beau. Et je trouve ce professionnalisme aujourd'hui et la maturité. Ah, mais je comprends. En tout cas, c'est ce qu'on peut percevoir chez Nicolas. Moi, d'extérieur, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, on est en contact pour un éventuel épisode d'ici quelques semaines, quelques mois. On verra. Très très fort. Moi, je l'ai toujours dit depuis longtemps. Les gens commencent à le réaliser par le résultat, mais ça fait longtemps. C'est très très fort. C'est très impressionnant. En fait, il est vraiment dans le sens de lui, il veut s'enrichir et passer des paliers, et il est là aussi pour toi enrichir les paliers. Et en fait, si tu fais quelque chose, il y a une raison et pour que ça apporte quelque chose, tu vois. Il est focalisé sur ça. C'est un homme de la performance. Donc, on a bien compris que tu as été quand même témoin depuis plus de 20 ans de l'évolution du grappling et actuellement de l'explosion du MMA. Comment tu perçois, toi, cette évolution, tant au niveau technique, mais aussi d'un point de vue populaire? Et quelles sont, selon toi, les directions que tu aimerais que les sports de combat puissent prendre à l'avenir? Il y a eu une première phase où il y a eu les gros guerriers, les pionniers français, et il y en a.
Bon, et c'est dans le dur. C'était pas monsieur tout le monde qui allait avec sa petite sacoche faire du sport. C'était quand même là, on va dire, les bagarres, les durs, les caractères. Ils ont les mecs de front, quoi. Ils sont allés, ils ont percé la chose. Ensuite, je pense on a une vague où du coup, ben, tu as la ligne d'arrivée, tu as tout le monde qui y va. On est là. Et on voit on revient sur l'environnement, on voit que le MMA, par contre, a des problèmes à travers toutes ces polémiques. C'est très délicat. C'est l'environnement autour, maintenant, qui se met autour. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même que ça prend le bon chemin, que c'est en train de se mettre en place, parce qu'on voit les médias, il y a des choses qu'il faut se régler, les sponsors arrivent, l'économie de la télé arrive, et voilà, et il faut peut-être du mouvement, et ça va circuler, et il va falloir vivre des choses pour qu'on sache comment se comporter dans tous les sens. Et je pense qu'on en est là. Maintenant, dans le futur, je t'avoue, il faudra avoir une analyse plus économique, où justement, pour essayer de visualiser qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, voir quel sport a eu déjà ce chemin avant, peut-être. Voilà, avec la société d'aujourd'hui, et l'imaginer, et faire une simulation. Mais en tout cas, c'est un grand boom. C'est un grand boom. Moi, je pense que c'est comme ça. Ça va commencer à répondre à toutes les tranches d'âge, d'objectifs, compétiteurs, loisirs, enfants, âgés, populaires, juste pour regarder. D'ailleurs, on le voit dans la communauté, parfois on a un peu peur de tomber dans une truc trop populaire, par exemple les commentaires football des stats, c'est le mauvais côté, quoi, attention. Mais ça, il fera partie du jeu, c'est comme ça. Tu peux pas vouloir que ton sport soit le plus populaire au monde et ne pas avoir... Oui. Donc, la médaille. Mais l'avantage, c'est par contre, on peut avoir des informations prises par les sports qui ont déjà vécu ça et anticiper un peu ça. Et pour quelles raisons, selon toi, c'est aussi populaire aujourd'hui? Parce que je pense que c'est un sport qui comme moi, on parlait tout à l'heure, ce que j'étais, le sport a permis de trouver de quoi répondre là-dedans. J'étais déjà quelqu'un qui avait besoin de se battre et j'ai trouvé le combat pour me battre, comme avant la musique. Et je pense que le MMA aujourd'hui est la même chose. S'il y a bien comment dire, je vais être plus simple. Avant, on avait une voiture, une femme, un boulot. Et bougez pas. Prenez votre maison à votre crédit. Et on ne bouge pas, on construit ça comme ça. Ouais. Maintenant, la société, elle a passé cette phase-là et c'était voulu. On en a autre chose aujourd'hui. Maintenant, allez, t'as pas commencé un boulot quand tu dis il va falloir être prêt à vous renouveler 4-5 fois à la reconversion. On va te dire le téléphone, mais non, mais c'est normal, un an ou deux et après ça tient plus. Hein. Alors qu'avant, c'était acheter un truc, il fallait que ça fasse 20 ans, quoi. Sinon, c'est que c'est pas solide, quoi. Aujourd'hui, la voiture, tu vois, aujourd'hui, on va vers la location, on te dit, 3 ans. Et je pense que c'est pareil pour faut pas. À un moment, il faut accepter qu'on est aussi dans une société comme tout le monde. Autant on va chercher une particularité et se sentir différent de tout le monde à la planète pour l'impression de vivre. Mais à la fin, on est comme tout le monde dans une société, comme un million de personnes. Et voilà, et on bouge tout le temps. La société d'aujourd'hui, TikTok, réel, avant c'était 5 minutes, 3 minutes, 1 minute 30, 30 secondes. Voilà, ça influence automatiquement nos comportements et ça. Donc, quel sport aujourd'hui va convenir le plus à ça? Le MMA. Avant, on faisait qu'un seul sport et toute sa vie. Maintenant, on veut faire, oui, mais moi, je fais un peu de boxe, un peu de lutte, un peu de sol. Voilà, on veut une carrière courte. C'est à l'image de la société. Donc, je pense que c'est le sport qui correspond le plus à la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il trouve sa place. Ouais, je comprends. Ok, ouais, c'est intéressant d'avoir T'as vu le visuel, ils font attention à la cage. Ça veut dire que les Américains ont su jouer de cette image. Viens, on met un habit théâtral, quoi, la cage. C'est même sécuritaire, hein. Mais on joue. Ça a été, voilà, c'est parce qu'ils jouaient le spectacle. Nous, en France, on était avec tatami. Non, et si c'est pas truc, c'est pas bien. Non, c'est du spectacle. C'est le cage, il n'y a rien. C'est même plus sécuritaire. Et derrière, on avait les pop-corn et la bière. Tu vois, moi, quand j'étais aux États-Uunis, je voyais papa, maman et leurs enfants comme ça. Ou quand j'arrivais en France, ah non, c'est un sport violent. Hein. Mais non, là-bas, mais ouais, ça reste la même chose. Alors qu'on a des matchs de boxe où ils se mettent 400 coups dans la tête en 12 rounds, quoi. Ouais, il y a peut-être 10 coups, mais à côté de ça, tu as le football américain, ils se mettent des cachous avec tu entends parler de tétraplégie de ci, de là, et tu dis, voilà, mais aujourd'hui, je pense que c'est le sport qui convient le plus, c'est pour ça qu'il est instoppable, parce que il convient à la société, et on le voit, et il y a tout ce qui s'habille autour, donc le spectacle avec la cage, maintenant, il y a les pubs, il y a la télé, il y a le fait de faire les stories, les trash talk, et ça fait partie de la société. Il y avait déjà ça avec Tyson à l'époque, on se levait pas quand on va. Ils le remettent là en version 2.0. Donc voilà, je pense que parfois c'est pas un sport, mais c'est les businessmen qui sont autour qui vont faire que quand ils ont trouvé l'outil et ils enrobent tout ce qu'il faut qui convient, tu vois, à en face ce qu'ils attendent. Moi je le vois comme ça et je pense que le MMA c'est ce qui... les jeunes ont besoin de se battre, les jeunes ont besoin d'identité, les besoin d'un truc, ils ont besoin de rêver. Bon, on les fait rêver, on les fait ci, on les fait là et compagnie. Voilà.
Maintenant, à l'inverse, attention, petite parenthèse, c'est 1 sur 10 000. Donc, les gars, si vous faites le choix, allez-y jusqu'au bout. Sinon, faites-le intelligemment, quoi qu'il arrive. Ok, trop cool. J'aimerais qu'on aborde ta carrière et par le prisme au début de la blessure que tu as pu avoir en 2017 au niveau de la rotule. Il semblerait que tu aies transformé quand même cet échec en objectif beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que, justement, en fait, comment tu as pu prendre cette étape-là de ta carrière pour que ça te permette d'aller un peu plus loin dans celle-ci? Bah, je pense que, avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi cette société nous fait avoir cette définition de l'échec dans ce mauvais côté-là? C'est la meilleure des choses. C'est ce qui te donne de la matière à réagir, en fait, et du mouvement. L'échec, c'est que tu n'as pas réussi. Un enfant tombe 5 à 10 000 fois pour marcher. Donc, imagine l'enfant, il tombe 3 fois et il veut plus se lever. Là, tu appelles ta femme, tu fais chérie, il veut plus se lever, je crois. Ah bon? 3 fois. Tu l'amènes chez MC, elle dit ah, 3 fois et il veut plus se lever. Là, tu dis, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais qu'il va tomber entre 5 et 10 000 fois pour se lever. Donc, quand tu vois qu'on commence comme ça la vie, c'est que comme ça. Et à l'inverse, si tu n'as pas ça, tu sors pas du ventre à ta mère en sachant faire un truc, quoi. Donc, il faut y aller, il faut matière. Et ça tombe. Et d'ailleurs, si tu n'as pas d'échec, est-ce que c'était pas un peu trop facile? Est-ce que en fait, ce que tu as fait, c'était pas si facile que ça? Est-ce qu'il faut pas un peu plus dur? Est-ce qu'il faut pas justement jusqu'à cet échec qui montre que c'est une limite? Et quand tu arrives à cette limite-là, est-ce que c'est pas le but d'aller explorer ce qu'il y a un peu derrière? Donc, je pense que la définition de l'échec, ça a été voulu et c'est une pensée limitante parce que justement, je pense que c'est la plus belle chose. Si tu redéfinis l'échec comme quoi c'est fabuleux et il faut y aller, on n'aurait pas la même société. Et pour moi, c'est la première des choses. Deuxièmement, si tu n'as pas d'échec, tu n'as pas de mouvement, tu n'as pas d'oscillation. Donc, c'est platonique. Et ce qui est fou, c'est que personne ne souhaite une vie platonique sans réaction. Non, ma femme, ça se passe bien. Le sport passe bien. La vie, ça se passe bien. T'as eu des réactions? Non, j'ai jamais de choses qui bougent. Non, ça va très bien et tout. À un moment, on dit, oula, ça va péter, il y a quelque chose qui va. Donc, l'eau qui stagne n'est pas bonne. Il faut du mouvement, il faut de la vie, il faut aller vers l'avant. Moi, je le vois comme ça. Il faut que ça bouge vers l'avant et tout. Et c'est tout ce qui vient, c'est de la matière à travailler. Et si même tu as des émotions, il faut les contrôler, les émotions. J'ai entendu un truc, je crois que c'est Bivol qui dit ça en boxe il y a pas longtemps. Et moi, en tout cas, à mon âge, je suis dans cette période-là. Les émotions, je vais savoir les laisser s'exprimer au bon moment. Donc, un moment de joie avec la bonne personne, un truc, je le laisse et je le libère. Viens, libère ce truc. Il faut savoir avec qui le faire, il ne faut pas libérer n'importe qui. Et que par contre, quand tu vis un moment dur, pas d'émotion. Parce que ça, il faut le contrôler, tu vois. Donc, je pense que c'est toujours pareil. C'est quand et pourquoi et à quel moment, tu vois. Essayer de prendre conscience de ça. Et avec ce fameux lâcher prise dedans. Moi, aujourd'hui, c'est de faire attention à ça. Les émotions, c'est fabuleux. Juste le comprendre. C'est une réaction à quelque chose. Et donc, comment tu vas réagir à ça? Voilà. Est-ce que tu dois l'accepter? Est-ce que tu dois la stopper? Est-ce que tu dois laisser partir? L'échec, ok, c'est un bilan. Et c'est là qui est important, un psy ou un ami ou un truc, de parler de ça. Et c'est là que quand les gens expérimentés vont te faire un retour. Et avec certains, tu vas t'apercevoir que c'est un vrai échange. Ok. Et parfois, souvent, on se rend compte dans la vie, c'est juste de se dire, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de mettre un mot sur une situation, j'ai besoin de, toi, tu as vécu ça, de me faire rassurer. Ah bon, tu crois le truc? Ok, bon, ben j'y retourne. Et boum. Et après, tu reviens, tu dis, ah ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est de la vie. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur, se figer et du coup, de ne pas oser vivre parce que tu ne vis pas la chose du coup. Donc, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça le plus important. Tu as parlé de l'eau qui stagne n'est pas bonne. Qu'est-ce que toi, tu as changé après cette blessure? Ce que tu es au fond de toi. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'était pour la DCC, une sélection. Je me blesse à la rotule du genou juste avant et par fatigue. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et 2-3 fois, je loupe une fois l'avion. À 2 minutes, il ferme devant moi. Je ne peux pas prendre l'avion. J'étais, mais la rotule, je dis, mais à un moment, ça m'a même appris quelque chose dans la vie. C'est que quand c'est que ça ne veut pas, aussi ça ne veut pas, tu vois. Tu peux avoir échec, mais tu as l'échec, tu peux continuer. Et tu as l'échec, dire, ok, ça c'est une information, ça ne veut pas. La DCC, ça n'a jamais marché. J'ai toujours tout gagné en IBJF, par exemple, et la DCC, ça n'a jamais marché. Et pourtant, tous les champions ADCC, je les ai gagnés à l'Europe IBJJF, par exemple, tu vois. Et j'ai gagné des grands noms. Et vice-versa, je peux te sortir des grands noms. Pour moi, le plus français qui a fait la chose la plus poussée à ADCC, c'est Nicolas Régnier. Et c'est énorme ce qu'il a fait. À l'inverse, quand il était en IBJJF, même en ceinture marron, il ne gagnait pas les tournois. Alors que moi, en Black Belt, j'ai gagné. Donc, tu vois, c'est même pas une question de qui est le plus fort. Pas du tout.
c'est qu'est-ce qui te convient et à qui a compris. Et lui, il avait vraiment bien compris le système ADCC. Il était très fort là-dedans. Et il a beaucoup à apprendre à beaucoup de gens. Et moi, j'ai été très fort à l'IBJF. J'ai beaucoup de gens. Parce que peut-être qu'à un moment, il y en a un, c'était plus la stratégie, d'autres plutôt le côté combatif, l'autre, tu vois, ça convenait. C'est aussi les règles et tout. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que l'échec peut te guider aussi à te trouver là où tu es le mieux, en fait. Il peut te dire, OK, réagis et grandis, ou OK, non, redirige. Ouais. Et c'est là où j'ai trouvé un moment de dire, essaye de comprendre quand ça ne veut pas, d'accepter la facilité. C'est un peu ce truc-là. Dire, OK, est-ce qu'il n'est pas en train de me dire, tu as mieux quelque chose à... Et je pense que la vie est fabuleuse quand même. Elle te donne des infos. Et j'ai compris que quand je dis, oh, il faut que j'arrête d'insister dans le dur et tout, c'est que ça veut pas parfois. Tu vois. Mais parfois, il faut insister. C'est là où il faut trouver Le juste milieu. Le juste milieu. C'est pas facile. Et moi, quand j'ai compris ça, je dis, bon, ben lâche prise sur ça, il est là. Et tout le reste, ça passait crème. Je sais pas, tout était aligné. Ça me convenait. Ok. Et justement, en off, tu me disais que tu avais fait plus de 30 combats en 6-7 mois. Comment tu as fait pour éviter d'être en surménage et d'exploser en vol? Ben là, on revient encore sur l'environnement. J'ai eu un préparateur physique qui s'appelle Baptiste Hamid, qui, du coup, il a collé exactement à ce projet parce que j'ai fait 32 matchs en 7 mois. Donc, je combattais quasiment tous les week-ends. Ouais. Et lui, c'était un préparateur physique de football. Donc, le football, c'est, on va dire, on joue quasiment toutes les semaines. Donc, au-delà du combat, préparation physique et tout, c'est une chose. Mais lui, il avait de la connaissance dans ce planning-là, dans cette planification. Donc, à ce moment-là, ça convenait exactement à mon projet. Et là où parfois certains m'auraient peut-être mis dans le dur, dans un projet où on fait un combat par an dans le dur, ben lui, il a dit non, Thomas, c'est régulier toutes les semaines. Du coup, ce n'est pas la même logistique. Et du coup, c'est très important. Là, par exemple, zone de confort. Donc, moi, où je me suis rendu compte que j'étais tout le temps hors zone de confort, lui, il m'a remis un peu de confort qui a fait que j'ai pu m'exprimer bien. Et d'ailleurs, la seule erreur, le seul match que je perds, c'est que j'étais dans le rouge parce que je ne l'ai pas écouté. J'ai été off m'entraîner à un truc et il a vu de suite. Et il y a tout un truc qu'on a parlé en off là-dessus. Et c'était fabuleux. Je me suis aperçu que même la réussite, elle ne dépendait pas que de moi, du sport, de mes compétences techniques et de me combattre, mais aussi d'un aspect que j'avais négligé, la zone de confort. Attention, cette zone dans le dur a fait mon moule pendant 10 ans. Et il fallait que j'y passe. Si je n'avais pas eu ça, je ne pense pas que j'aurais eu mon résultat. Mais mon plus grand titre a été au dépend de mon antipode à ce moment-là. Il fallait lâcher du lest à ce moment-là et grâce à lui. Et c'est encore une fois l'expérience de quelqu'un qui était complètement différent de moi. Donc c'est peut-être, moi, mon plein potentiel, je l'ai exprimé, mais de quelqu'un qui fonctionne différemment de moi, mais qui a de l'expérience et tout, qui m'a donné les conseils de mon antipode et qui m'a permis d'aller la marche plus haute que je n'aurais jamais fait seul. En fait, c'est intéressant parce qu'on en revient avec cette notion d'entourage. Et surtout, lui, il avait cette particularité d'être notamment spécialisé dans le football, donc dans les sports co, avec cette récurrence de compétition qui est différente de ce que toi, tu pouvais connaître, en tout cas, ce qui est commun dans les sports de combat. Et donc, du coup, c'est vrai que, bien évidemment, son expertise d'être capable de comprendre comment tu fonctionnais, d'apprendre à te connaître, etc., plus cette connaissance de la périodisation très régulière dans les sports collectifs ont permis de faire le lien avec les objectifs. Oui, et quand certains peut-être ne l'ont pas vu parce que ça c'est les coulisses et ils ne le savent pas, peut-être qui c'est le coach et tout ça, mais c'est une expérience de football qui m'a aidé à faire un titre en grappling. C'est la réalité. C'est quelqu'un qui est différemment de tempérament, peut-être que pour un coach qui est très comme ça, ou un combattant qui est très comme ça, d'avoir un mec très comme ça, différent, tu as l'impression, mais ça va pas coller avec moi. Mais justement, c'est ça, c'est la complémentarité, la différence. Moi, je peux atteindre que mon plein potentiel, mais c'est des gens différents qui vont te permettre, pour moi, parfois d'avoir la plus belle surprise en amour, c'est quelqu'un qui est complètement différent de toi. Elle va t'amener quelque chose que tu maîtrises pas. C'est même peut-être une première forme déjà de lâcher prise. Parce que ton plein potentiel toi-même, c'est une chose, mais on en revient à ça. Ok, ouais. Et est-ce que justement, on parlait d'échec tout à l'heure, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un moment, un combat en particulier qui a été pour toi un tournant dans ta carrière? Non, c'est ma carrière qui a été un combat. Ouais. Et c'est un tournant dans ma vie, tu vois. Je pense que maintenant, plus je prends de l'âge, je prends plus en recul. Effectivement, quand je suis à la carrière, j'aurais pu te dire un combat. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis non, en fait, j'ai eu un cycle, j'ai une étape de ma vie qui a été un combat. Et qui, voilà, c'est celui-là, ce combat que je retiens, tu vois. Ouais. C'est de prendre de plus en plus de recul avec l'âge. Tu as dit justement que c'est au bout d'une centaine de combats que tu t'es senti vraiment combattant. Ouais,
Ouais, oui, parce que la gestion du stress, de comprendre que j'avais déjà commencé à répondre. Moi, j'ai vécu de la violence petit, donc quand je suis arrivé les premiers combats, c'était de surpasser cette violence. Après, je dis, ah, mais en fait, c'est rien, c'est beaucoup psychologique, la douleur ici et là. Donc, après, c'est la peur de décevoir, de perdre, de faire tous ces sacrifices avec une date voulue. Ce qui était bizarre, c'est que moi, quand j'étais jeune, je me battais souvent dans la rue. Depuis que j'ai fait le sport de combat, plus jamais. Je me suis canalisé. Je me suis aperçu que les problèmes, c'est parce qu'on ne les gérait pas, les émotions. Mais quand je gérais les émotions, tu n'agressais plus, en fait. Donc, c'est à cause de mes émotions aussi que plein de choses. C'était plus facile de me battre dans la rue parce que c'était maintenant spontané, pim, pam, poum. Mais là, de me dire, samedi prochain à 19h, t'as un truc. Ok, -7, -6, C'est bizarre de planifier, entre guillemets, une bagarre quand tu le vois comme une bagarre parce que t'es là-dedans, parce que t'as besoin de te battre, en fait. Donc, c'était tous ces trucs-là. Et en fait, ça te forme quand même dans la vie parce que tu apprends à avoir un rendez-vous, tu apprends à préparer un rendez-vous et tout ça. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a plein de savoir quand on a vécu des choses à l'extérieur, comme comment on fait sa première compétition, comment tu as fait ton premier câlin avec une fille, ainsi de suite, tu vois, comment tu as préparé ton rendez-vous au niveau de la planification et de rester spontané, de ne pas être trop figé, ainsi de suite. Donc, tu vois, par exemple, quand tu as fait du basket, les contre-appuis, l'explosivité, le basket c'est fabuleux, les décalages sur les côtés, le judo c'est fabuleux, le banquier, ton pote banquier, c'est fabuleux pour comment démarcher, faire des dossiers pour un sponsor, parce qu'à un moment c'est dépendant de ta réussite. Si tu sais pas faire des dossiers, tu n'arriveras pas à avancer, et ainsi de suite. Donc je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, la plus belle des choses, c'est savoir être à fond dans un truc, mais aussi de l'attention. Toute la force à l'extérieur du tapis, il faut savoir la lier pour la ramener sur le tapis. Moi, j'ai été quelqu'un, comme j'avais pas de vie sociale à cause de mon enfance, j'étais très fort sur le tapis. Et ma deuxième phase de la vie, c'est de dire, mais attends, à l'extérieur, c'est fabuleux et je peux faire des liens. Et comme à l'inverse, tu vois des mecs qui ne veulent pas être champions du monde, mais c'est des grandes personnes, grands papas, grands banquiers, grands chefs d'entreprise et tout. Je leur dis, mais attendez, vous êtes très fort, vous, dans votre truc, vous êtes champion dans votre truc. Vous pouvez y arriver là-dedans. Essayez de faire des liens. C'est juste d'être logique dans son objectif et de bien comprendre ce qu'on fait, la raison pourquoi, c'est tout. Mais je vois des gens dans les deux sens, c'est fabuleux. Et il y a des liens à faire. Pour moi, la plus belle chose, c'est de faire des liens. Quand un mec qui croit qu'il est débutant sur un truc, je dis, ah bon, t'as pas vécu ça? Si, ben regarde. C'est pour ça que parfois je mets des images, des métaphores et que ça parle à beaucoup de gens parce qu'ils disent, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Vous avez déjà toutes les informations depuis. Bon, si t'as 5 ans, peut-être pas. Mais quand tu arrives sur un tapis, tu as 25-30 ans, je te jure que tu as vécu beaucoup de situations et tu as plus de savoir dans les mains que tu le penses. Comme toi, tu as pu le faire notamment avec la musique à un moment donné. Exactement. Ouais. Si je dis, il y a Khabib qui est à la montagne, nous ici, on est à la campagne. C'est le cri de guerre que tu avais au Rascamp. Ouais. On va donc parler de tout ça. Qu'est-ce que tu transmets à travers ce camp? C'est ça. Ce que je viens de dire il y a 2 secondes justement. En plus, c'est ce fameux de voir les liens entre le inside et le outside, de faire entre la vie commune et le projet personnel, de comprendre que par exemple aussi un combattant dur, il n'est pas que dur tout le temps. Vous voyez la vidéo au moment dur dans ce moment-là, mais il peut sourire après. Et le Rascamp, tu passes des moments durs, tu dis mais lui là qui combat, qui est dur et tout, en fait il est là et il rigole avec nous. Putain, lui qui est dur, mais en fait je le vois sourire. Et en fait non, attention, vous voyez à la télé qu'il est dur parce que c'est une phase, mais s'il faut... Cette force-là, il n'appuie pas en étant dur de ce que vous voyez. Il appuie parce que certains ont une femme et très bien équilibrée. L'autre parce qu'il a ses animaux et qu'il a sa campagne. Fares peut-être parce qu'il est à la campagne avec ses abeilles. Et quand tu vois le résultat qu'il fait, tu te dis, c'est impressionnant. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu as trouvé ta symbiose, toi? C'est ça qui est intéressant. Comment tu as construit cet écosystème? Et le Rascamp, c'est ça. C'est de passer presque, de comprendre qu'on peut apprendre des choses sur le tapis, mais qu'il y a beaucoup à apprendre à l'extérieur du tapis. Et même ce qui est fabuleux, c'est qu'est-ce que tu fais comme lien? De croire qu'on arrive au milieu du tapis et que là commence le travail? Non, c'est faux. T'es qui? T'as quelle qualité physique? T'as quel tempérament? Tu réagis comment? Et tout. Ok, bon, toi, je te verrai plus faire ça. Et toi? T'es plutôt sécuritaire, femme et rapide? Je suis plus dans l'ancrage. Et toi? T'es foufou? T'aimes bien? Je te vois beaucoup bouger, rigoler et tout. Non, aérien, vas-y, bouge. Va chercher ton travail là-dedans, tu vois. Et le Rascamp, c'est ça. Et en plus de ça, ce qui est fabuleux, c'est que on a des histoires de vie et des expériences et des souvenirs. Et le sport, c'est bien. Moi, j'en ai fait toute ma vie. Mais c'est pas toute la vie aussi. Il y a la vie. Pour moi, le sport, c'est un outil. J'aime bien le lien que tu peux faire justement avec finalement l'autre partie de l'homme. Parce que finalement, le sport, même si tu es sportif de haut niveau, ça fait qu'une partie de ta journée. Oui. Le reste, bien évidemment... J'ai envie de dire c'est même personnel. Au bout d'un moment, les grands projets, c'est même personnel. Ça t'appartient à toi, mais il ne faut pas être désociabilisé aussi. Bien sûr. Sinon, au bout d'un moment, si tu n'as plus rien à nourrir à l'extérieur, tu amènes quoi sur le tapis en fait?
Donc à la fois, il faut être seul, isolé et tout ça, mais à la fois aussi, attention à la folie, hein, c'est qu'on s'isole trop. Hein. Attention, le malheur, le bonheur, c'est aussi les liens sociaux avec les gens, c'est l'énergie, c'est la source, donc attention. Donc c'est peut-être pour ça aussi, par exemple, les Khabib et tout ça, la force qu'ils ont, ils sont quand même un groupe de personnes dans le même objectif personnel, mais c'est un groupe de personnes qui échangent et qui se renforcent et qui rigolent et qui vont dans la forêt, qui se... Tu vois, il y a quand même attention à ça. Ouais. Tu as parlé de Fares Diam, qui est un bon combattant de l'UFC. Si pour les amoureux des sports de combat et même les autres, ben, si vous voulez écouter l'homme qui se cache derrière le combattant, on a fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 73, si mes souvenirs sont bons. Je vais te poser l'une de mes dernières questions, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Bah, Nicolas Haute. Nicolas Haute? Ouais. Bah écoute, Surtout avec l'actu qu'il a fait aujourd'hui, ça veut dire que son travail est sorti clair et net. Le résultat est là aujourd'hui. Donc, écoutons-le pour qu'il nous explique tout cet écosystème qu'il a mis pour que les autres puissent s'enrichir. exactement. Ouais, aujourd'hui, on est le 5 février et puis ce week-end, il y a eu un gros combat à Riyad avec Nassourdine. Oui. Fares qui a gagné et Imavov qui a gagné. Ouais, donc une belle semaine pour le MMA français. Très belle semaine. Thomas, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci pour l'échange, tout simplement. Et voilà, n'oubliez pas que le plus important, c'est la vie. Être un bienveillant. Donnez-vous à fond pour ce que vous voulez, vous. Voilà, moi, ça a été la compétition. Aujourd'hui, j'ai une deuxième phase de ma vie. C'est être encore meilleur pour mon enfant. M'améliorer moi aujourd'hui pour essayer de pouvoir vivre la meilleure des vies aussi avec les autres. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu peux lâcher un 5 étoiles et un commentaire auquel on répondra avec grand plaisir, tu peux le faire sur YouTube, tu peux le faire sur Apple Podcast et même d'ores et déjà sur Spotify. C'est une nouvelle fonctionnalité. Je réponds constamment. En tout cas, nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h avec une alternance d'interviews comme ici avec Thomas, mais aussi d'épisodes en solo. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Merci pour l'invitation. Merci.